Oui, simplement noter quelque chose qui m'a beaucoup plu, avec ces informations ne sont pas encore des connaissances. Et je pense que je milite pour la co-construction, et je pense qu'en co-construisant, on va pouvoir faire que ces informations pourront devenir des connaissances. Donc voilà. Merci. Nous allons passer la parole à la salle, mais je souhaiterais au préalable faire deux demandes à la salle. Si possible, ayez des formulations extrêmement courtes, soit de vos commentaires, soit de vos questions, afin de favoriser la multiplicité des interventions. Et deuxièmement, également, si je pouvais me permettre d'orienter les questions, parce qu'en tant que membre du groupe de travail, j'ai l'impression que cette année, nous sommes orientés comme solution sur la conduite à tenir, c'est-à-dire une réponse pratique à cette question, vers la création d'un outil collaboratif validant la pertinence des situations justifiant un retour d'information vers les patients. Et donc, la solution que nous avons imaginée, c'est que puisque de très nombreux chercheurs se posent la question « j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas sollicité, je ne sais pas quoi faire », nous envisageons comme mode de réponse qu'ils puissent se connecter à un site avec un auto-apprentissage, un auto-enrichissement, c'est-à-dire que chaque fois qu'une question aura été posée, ce site conservera la mémoire de la position, il faut revenir, il ne faut pas revenir, où le jury est toujours en réflexion. Donc si nous pouvions, en tant que membre de ce groupe de travail, bénéficier de vos remarques sur cette solution, nous vous en serions reconnaissants. La parole est à la salle. Comme depuis ce matin, on parle beaucoup de déontologie et de droit, qu'en est-il de la question de la responsabilité dès lors qu'il y a un incidentalome, le fait de ne pas l'annoncer à la personne? Est-ce que par la suite, la personne ne pourra pas reprocher, puisqu'on est dans une judiciarisation des pratiques? Donc c'est plus des régulations éthiques, c'est des régulations, j'allais dire, juridiques auxquelles on est confronté. Un organisme comme l'INSERM aura aussi ses responsabilités vis-à-vis du futur. Donc première chose, est-ce qu'il n'y a pas un aspect juridique qui permettra de trancher? Et ça ne sera pas de l'éthique, ça sera uniquement la philosophie de la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. On est dans une conception de l'autonomisme qui n'a pas mis de restriction à l'autonomisme et qui va aujourd'hui, avec la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, jusqu'au droit d'accéder à la sédation profonde et continue, donc à l'euthanasie. Donc au nom de quoi pourra-t-on réfuter le droit de savoir, y compris d'une personne qui n'aura rien à faire de savoir, c'est-à-dire qui ne sera pas en capacité, j'allais dire, d'en faire quelque chose, ne serait-ce qu'à titre préventif, même si demain ça le sera. Donc c'était juste cette petite observation, parce que depuis ce matin, on voit finalement qu'on navigue dans une impuissance de l'éthique à faire de l'éthique. C'est-à-dire que la tentation, quand j'écoute ce qui s'est dit avec beaucoup d'intelligence, et hommage vraiment, comme je le disais à Hervé, au travail du comité d'éthique, parce que par rapport à d'autres comités d'éthique qui sont à nous rendre des avis, la force du comité d'éthique de l'INSERM depuis au moins 3 ans, c'est de soulever un certain nombre de questions et de dire débattons-en d'un point de vue politique. Donc c'est un peu ce qui nous est proposé aujourd'hui. Donc vraiment, et dernier point dans mon observation, quelle dimension politique, puisqu'il y a une dimension politique, dès lors qu'on aura accès à des savoirs dont on ne pourra rien faire et qui seront de plus en plus importants. Ce que je vois dans la pratique, c'est effectivement des résultats qui sont trouvés dans la recherche, que des équipes ne retournent pas systématiquement, alors que ce qui a été trouvé en inattendu était quand même très pertinent, et qu'il n'y a pas de retour vers la personne. Et moi, du côté du patient, c'est une question pour moi qui est très très forte, sachant qu'en plus, si on a ces nouvelles techniques et qu'on pose la question au patient et qu'il veut avoir ce retour, comment peut-on faire après de ne pas revenir vers lui? Ça me paraît une évidence. La question que ça pose, je trouve, c'est que finalement, un droit, il faut qu'il puisse... pour qu'il y ait le droit de savoir, il faut qu'il puisse y avoir un droit de ne pas savoir. Donc c'est ça aussi la question que ça pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'exercice d'un droit de savoir lorsque des informations reviennent à la personne sans qu'elle ait pu, à un moment, décider qu'elle puisse ou non revenir? Donc ça, c'est une vraie question. Et donc, c'est là qu'on voit aussi que le consentement individuel n'est plus vraiment... Enfin, que le consentement ne peut plus être qu'individuel et qu'on doit mettre en place des régulations collectives pour définir les règles dans lesquelles une personne peut ou non recevoir des informations.
parce que avec l'information à la parentèle, avec ces découvertes inattendues, on va de plus en plus vers des situations où les personnes recevront des informations sans le vouloir. Voilà. Je pense que les associations ont un rôle très important parce que ça va se développer de plus en plus. Il y a de la pédagogie à faire, on a de l'éducation aussi vis-à-vis de deux associations, parce qu'on va avoir de plus en plus de membres qui vont être diagnostiqués, mais à qui on aura aussi peut-être rendu un autre résultat. Il va falloir être capable de les accompagner là-dessus, et je pense qu'il faut faire un gros travail d'enseignement. Je voulais rebondir sur les propos croisés, les échanges, en particulier sur la réflexion d'Emmanuel Hirsch, et faire quand même le pont avec le soin. Il faut quand même savoir que les soignants aujourd'hui se posent beaucoup la question, y compris une Société française de génétique, et qu'il y a un débat entre cliniciens et personnel de laboratoire. Et que l'autre jour, j'étais à l'Institut du Thorax avec Hervé Lemarec à Nantes. Leur position, eux, au niveau du laboratoire, je parle du soin, c'est de dire on répondra à la demande du clinicien. Et comme le clinicien a fait un acte de relation avec son patient et l'a informé sur un champ d'investigation, tout ce qui est en dehors de ce champ d'investigation n'a pas à revenir. Donc il peut y avoir aussi ce type de réflexion qu'anticiperait la nature du droit, pour répondre à Emmanuel. Et du coup, dans le soin, on a déjà débattu de ça dans certaines instances, on en est là. Mais dans la recherche, on pourrait très bien imaginer une autre forme de contrat social, histoire d'activer le débat, qui prenne le contre-pied de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'un citoyen décide de participer à la recherche est faite de plein d'incertitudes, on donne quelque part une partie de soi-même au collectif, il n'est pas pour autant évident que tout doit revenir vers l'individu. C'est-à-dire que ça dépend de la nature du contrat social et du statut qu'on souhaite donner à la recherche. Si effectivement on considère que toute donnée de la recherche doit avoir une finalité de soin, comme ça vient été dit, effectivement tout retour de résultat sera légitime. Si au contraire on imagine qu'on est dans un contrat social de don, que je qualifierais d'aveugle, mais pas irresponsable, au sens d'aveugle de soi-même à la recherche, et bien à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi le retour de résultat se ferait. Et du coup, mais je sais que Dominique Touvenin est dans la salle, donc ce sera bien mieux que moi pour répondre, la nature des conséquences juridiques peuvent très bien se construire différemment aussi. C'est-à-dire qu'on peut inventer aussi un droit qui réponde à un domaine sociétal totalement différent. Dans l'étude que vous avez faite, quel est le statut de l'information ? Voilà. C'est-à-dire, tout à l'heure, Paul Loup a montré une information doit avoir une certaine forme de cohérence. On l'a vu d'ailleurs lorsqu'il y a eu la discussion sur la loi du 4 mars, sur le dossier médical, ce qui était informé, c'était quelque chose qui était cohéré d'une certaine manière, qui était validé. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur la notion de l'information ? Parce qu'on dit qu'il faut informer, j'arrive à le comprendre, mais qu'est-ce qu'on transmet dans l'information ? Alors, j'arrive à comprendre une information qui pourrait permettre effectivement à la personne d'être dans une position de prévention, c'est-à-dire il y a une susceptibilité d'eux. Et donc, il y a tout un ensemble d'éléments. Pour François qui fait dans la génétique en matière d'oncologie, on arrive à comprendre ce que peut avoir une information, j'allais dire, présomptive ou prédictive. Voilà. Quel est le statut de cette information dans la mesure où, ce que je n'ai pas compris d'un point de vue, je ne sais pas si c'est le mot épistémologique, c'est quel est véritablement l'enracinement de cette information à un savoir utile ? C'est la question qu'on veut justement avoir par rapport à ce portail, de la pertinence et de la valeur analytique pour pouvoir informer correctement et pouvoir savoir ce qu'on va pouvoir donner comme résultat parce qu'on aura cette pertinence. Je crois que c'était un peu là-dessus. Alors, en fait, en tant que membre du groupe de travail, là, pas tellement en tant que modérateur, il y a différents niveaux d'information. Il y a l'information sur le facteur de risque qui peut ou non être entaché d'une incertitude. C'est-à-dire qu'on a des facteurs de risque pour lesquels on sait que le facteur de risque existe ou n'existe pas. Parfois, on a une incertitude sur la réalité de l'existence de ce facteur. Ensuite, le lien entre ce facteur de risque et l'apparition de la pathologie, ce lien a-t-il été démontré ou pas, et donc, et ainsi de suite, l'efficacité des interventions pour favoriser des futurs plus souhaitables que d'autres, tous ces éléments, comme tout niveau de connaissance, étant tachés d'une incertitude plus ou moins grande, et ce qui nous pose problème essentiellement, c'est de savoir s'il faut revenir ou pas, et quelle est la quantité, la qualité, la contextualisation des informations qu'on va faire revenir. Vu le volume absolument considérable des problèmes auxquels on va être confronté, puisqu'on a 23 000 gènes, et qu'un nombre considérable d'entre eux sont susceptibles d'être le lieu de variations entraînant des modifications probabilistes de pathologie et donc de conseils,
c'est que la relation individuelle a priori est impossible. Et notre difficulté, elle est là. Quand on avait un effet attendu, on pouvait se permettre d'envisager, d'anticiper cet effet, de l'expliquer, de répondre individuellement au cas. Et donc, toute notre réflexion, c'est pour laquelle on souhaite avoir des regards croisés d'autres acteurs, c'est de dire les flyers dont a parlé Anne-Sophie, des sites de questions souvent posées et de réponses souvent données. Donc on est à la fois dans une situation où on pense avoir les idées claires. La pertinence de l'information est un concept clé pour savoir s'il faut revenir ou pas. J'ai du mal à imaginer qu'un médecin qui ne prend pas la tension artérielle d'un patient qui vient le voir parce qu'il a mal à la tête est un mauvais médecin. J'ai du mal à penser que la loi oblige nos patients à qui on dit « vous avez une mutation BRCA1, dites-le à votre sœur », que la loi oblige cette patiente à le faire et que nous, chercheurs, on ne le fasse pas. Donc, globalement, on voit à peu près vers où on va, à part qu'on est submergé par la quantité de situations, par la masse d'informations, par la difficulté de compréhension et également parce que la science est un mouvement progressif, par notre incertitude qui est réduite à une vitesse plus ou moins importante. En tant que modérateur, Madame, vous aviez une question, mais hyper rapide, s'il vous plaît. Virginie Pirard de l'Institut Pasteur. Je voulais savoir si, dans pertinence du résultat, vous considérez que la pertinence en fait équivaut à l'action dont on disposerait, soit une prévention, soit un soin. Ou si ce n'est pas équivalent. Non, alors ce n'est pas équivalent. On a un tableau avec 4 critères. Validité analytique, validité clinique, l'actionnabilité qui est un de ces éléments et les impacts économiques, sociaux de stigmatisation. Donc, donc si ce n'est pas actionnable, vous estimez quand même que l'information doit être rendue ou pas ? Ben, si vous voulez, pour le Huntington, on ne va pas rentrer dans ce débat. Pour le Huntington, ce n'est pas actionnable. La société a considéré que c'était quand même pertinent. Vous voyez, donc, notre rôle à nous est de décrire les paramètres de la pertinence. Je ne veux pas me substituer à des groupes qui classifieraient de manière hyper simple actionnable égale équivalent à pertinence. Non, c'est un élément hyper important. Mais je me refuse de simplifier. Enfin, dans mon groupe. Oui, alors je renvoie, comme le dit Hervé, connectez-vous sur notre site, vous aurez plus d'informations, on dirait une publicité pour entre 2 interventions.